La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous est présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. Mardi 21 mai. Aujourd'hui à l'émission, on poursuit nos rencontres avec les candidats à la mairie de Gatineau. Aujourd'hui, Rémi Bergeron et Maude Marquis-Bissonnette. Bienvenue à Studio Libre. Monsieur Rémi Bergeron, un autre des 7 candidats est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Garon, c'est un plaisir. Et donc, on va commencer avec les questions communes, première partie de l'entrevue. Oui. Donc, dans votre plateforme électorale, oui, les 3 priorités, votre top 3 des dossiers qu'il faut absolument, mais absolument traiter pour que ça fonctionne à Gatineau, quels sont-ils? On va commencer avec la STO. La STO, c'est la priorité numéro 1. Vous avez vu dans les médias dernièrement le déficit qu'on a à la STO, qui est près de 20 millions, là, oui, et qui se répète d'année après année. Fait que moi, ce que je suggère, c'est que j'ai jamais cru au projet de tramway. Moi, je pense qu'il faut abandonner ce projet-là. Puis pas juste dire qu'on le met de côté, puis qu'on attend ce que le fédéral, le provincial va faire, puis le fédéral, parce que le provincial a déjà promis des sous. Mais moi, je pense qu'il faut abandonner ce projet-là. C'est un projet trop dispendieux. 4,4 milliards de dollars, c'est évalué, la dernière évaluation. Il y en a des candidats qui disent que c'est encore plus. Une raison de plus pour l'abandonner, c'est trop dispendieux pour le type de projet qu'on a besoin ici à Gatineau. Ici, ce qu'on a besoin et ce que j'ai toujours cru, ce que j'ai toujours voulu faire dans mes 2 dernières élections que je me suis présenté, c'est des autobus express. Ce qui avait été abandonné par M. Penneau-Jobin, parce que M. Penneau-Jobin avait promis en 2013, il avait promis, lorsqu'il a battu M. Bureau, qu'il allait remettre les autobus express qu'il n'a jamais fait. Fait que ça, c'est Action Gatineau. Ils ont fait des belles promesses et c'est ce que ça prend, des autobus express, parce qu'on a les voies rapides dans l'Est avec le Rapibus. Puis on a aussi des voies réservées déjà en vigueur dans l'Ouest. Puis il suffit de remettre nos autobus express, se servir de nos parcs-au-bus, d'établir nos horaires, puis on va automatiquement avoir un service plus rapide et on va ramener les gens au transport en commun. Pour faire la desserte maintenant, c'est des minibus puis des taxibus, surtout les fins de semaine et les soirs, parce que là, les autobus se promènent vite. C'est ça qui crée le déficit d'opération. Parce que les autobus se promenant vite ou avec peu d'usagers, les coûts d'opération sont extrêmement élevés par usager et c'est ce qui crée le déficit. Fait qu'il faut qu'on abandonne ce style. Faut plus se servir des Novabus en dehors des heures de pointe. Il faut se servir d'autobus électriques, des 16 passagers et de taxibus et favoriser le covoiturage. Puis, il faut que les plateformes de covoiturage style Uber soient gérées par la STO. Fait que si on fait tout l'ensemble de tous ces éléments-là, la STO va devenir efficace, rentable, et pas rentable nécessairement parce que c'est jamais rentable le transport en commun, là, mais plus efficace et beaucoup moins cher à opérer. Ça, c'est ma priorité numéro 1. Ensuite, priorité numéro 2. L'hôpital. Oui. L'hôpital, le site de l'hôpital, il faut abandonner le parc industriel puis à tout prix parce qu'on exproprie 26 entreprises. 26 entreprises qui payent des taxes présentement, des grosses taxes foncières. Puis ils ne déménageront pas nécessairement à Gatineau. Ils peuvent s'en aller à Ottawa, ils peuvent s'en aller dans d'autres villes dans l'Outaouais, ils peuvent même s'en aller à Montréal. On peut perdre des entreprises. Fait que c'est pas certain que ces entreprises-là vont se relocaliser à Gatineau, d'accord? Puis c'est développement durable. C'est de prendre 26 bâtiments, de les démolir pour les remplacer par un hôpital, ce qui est carrément illogique, incluant notre poste de police, présentement, qui est à Hall, et Edmonton au niveau des travaux publics, qui est la centrale de tout le déneigement de toute Hall. Puis le conseil ne nous a jamais dit où est-ce qu'on allait relocaliser Edmonton au niveau des travaux publics. Fait qu'il y a un gros manque de transparence au niveau du conseil. Puis il ne faut pas toucher ce site-là. Il faut l'abandonner. Il faut aller ailleurs. Moi, je favorise Asticou et de loin. Parce qu'il y a beaucoup...
tout est là, tout est vraiment là pour le transport. Il suffit de faire des aménagements de transport, puis le terrain est super parce qu'on est près du parc de la Gatineau pour la qualité de l'air. On peut vraiment aménager ce projet-là beaucoup plus rapidement. Il n'y a presque pas de démolition à faire. Il y a plus de coupe d'arbres, c'est sûr. C'est comme n'importe où. Il va y avoir peut-être un peu d'aménagement à faire. Mais c'est le projet qu'on peut faire le plus rapidement et le plus économiquement possible. Il suffit de convaincre le gouvernement fédéral et la CCN, parce que le terrain leur appartient. Mais je ne vois pas pourquoi que le fédéral ne nous aiderait pas à nous fournir le terrain versus compensation. Il y a tellement de compensation que le fédéral donne pour la santé. Je ne vois pas pourquoi, pour améliorer notre service de santé dans l'Outaouais, qu'il ne nous fournirait pas le terrain. Fait que ça, c'est ma deuxième priorité. Mais justement, en parlant du terrain, le choix revient quand même au gouvernement du Québec. Ça, je suis d'accord. Sauf qu'on peut leur dire, parce que ça a été suggéré par la Ville, le terrain du parc industriel, OK? On disait que c'était le centre-ville, ce qui en est aucun cas, ce n'est pas le centre-ville. On parle du parc industriel qui est l'autoroute 5, l'échangeur Saint-Raymond, puis vous avez Kruger, vous avez Hydro-Québec qui est situé là, la STO. Il y a beaucoup de transport lourd dans ce secteur-là. La qualité de l'air n'est pas bonne. N'est vraiment pas bonne. C'est un des pires sites suggérés que j'ai jamais vu de l'histoire du Québec, parce que j'ai suivi ça, parce que je suis la politique depuis à peu près 50 ans. J'en ai 65, j'ai commencé très jeune. Puis des sites d'hôpitaux, on en a vu un peu partout au Québec. Puis de situer un hôpital en plein centre d'un parc industriel, un trou de beigne, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça fait que j'ai jamais compris pourquoi. Ben, j'ai des doutes un peu, là. Mais je me doute qu'il y a des promoteurs qui ont des terrains voisinants ça ferait leur affaire, qu'on ait l'hôpital si près, mais je trouve ça vraiment pas... C'est le site le moins idéal que j'ai jamais vu. C'est pas un bon site. Je comprends que ça revient au gouvernement du Québec, mais en tant que ville, je pense qu'on a quand même notre mot à dire, puis on a des suggestions à faire. Puis de toute façon, ils sont en train de regarder pour Asticou. On le sait parce qu'ils l'ont mentionné. Puis que le site du parc industriel est remis en question parce qu'il y aurait beaucoup de terrains contaminés, les coûts seraient effarants. Puis je pense que tous les aspects que je viens de mentionner, j'espère, moi je suis ingénieur de formation, là, qu'ils ont regardé sur la qualité de l'air, le transport lourd dans le secteur. C'est tout des choses qui font que le site qui a été proposé la première fois était vraiment pas bon. C'était un mauvais site. Numéro 3, maintenant, on s'en va de quel côté? Numéro 3, c'est de faire des évaluations. Vous savez, la ville existe, la ville fusionnée existe depuis 2001, okay, lors des fusions municipales. Là, ça fait quand même 24 ans, là, 23 ans. Fait que là, c'est de faire l'évaluation par l'entremise du Mouvement québécois de la qualité, du PPQ, Prix Performance Québec, de la STO en premier, et les services de police, travaux publics, urbanisme et loisirs. OK? On va faire vraiment une évaluation. On va comparer nos services versus les autres grandes villes qui sont du même niveau, là, le même grosseur de ville, même population, pour vraiment faire une évaluation de nos services, de la qualité de nos services qu'on donne à nos citoyens versus ce qu'ils se donnent ailleurs au Québec. Okay? On est rendu là parce que ce qu'il faut faire, c'est que si on veut s'améliorer, il faut se comparer. On ne l'a jamais fait. Fait qu'un bon moyen de le faire, c'est de déposer des candidatures au Mouvement québécois de qualité pour le prix Performance Québec. Puis à partir de ce moment-là, on va être à mesure pour l'année et demie, là, parce que ça va se faire l'année et demie, puis c'est pour ça, là, parce qu'on a un an et demi pour faire l'évaluation, avoir un rapport qui va être disponible pour le prochain conseil. Puis là, le prochain conseil, il va être armé pour prendre des décisions. Vous comprenez? Parce que là, présentement, là, je pense qu'il manque de transparence au conseil. On a décidé de faire un quartier général, d'investir 185 millions sur un quartier général, sachant même pas si c'est le site qui va être choisi définitivement, parce que c'est pas encore certain, au niveau du parc industriel. On est prêt à construire, puis c'est des sous, là, 185 millions, vendre notre poste de police dans Hall, avoir peu de sous pour ça. Fait que présentement, dans le contexte économique actuel, moi, je vois plus de vraiment faire une photo des services, de faire les moratoires dans les gros projets tant si longtemps qu'on n'aura pas de subvention, parce qu'à un moment donné, Gatineau dépense sans fin. On parle de projets comme l'Arena un peu dans l'ouest de la ville, 225 millions. Quand l'Arena Slush Poppy a coûté la moitié de ce prix-là, puis qu'on a eu des subventions. Puis l'Arena dans l'ouest, il n'y a aucune subvention de promis. Fait que, il y a toutes sortes de choses que le conseil prend des décisions, annonce des choses qu'ils veulent faire,
Puis sans avoir le financement nécessaire, on n'a pas vraiment bouclé puis on n'a pas vraiment tous les éléments pour vraiment aller dans cette direction-là. Moi, je pense que pour l'année et demie, il faut comme prendre une photo, attendre aussi que les élections présidentielles américaines passent. Parce que la situation économique peut évoluer. Pas nécessairement positivement, mais négativement. Fait que faire des dépenses, des grandes dépenses dans une situation économique instable, parce que je ne la considère pas comme stable, à grandeur du monde, pas juste ici au Canada. Là. Fait que je pense qu'il faut quand même prendre son temps, regarder, analyser et surtout prendre le temps d'évaluer pendant cette période-là pour être en mesure de prendre des bonnes décisions en 2025, pour 2026, pour le nouveau conseil. Et dernière question, très rapidement. Vous vous êtes présenté, c'est pas la première fois que vous êtes présenté. Vous êtes présentement, selon les derniers sondages, à la queue du peloton. Oui. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, vous vous êtes essayé, vous n'avez jamais été élu, pourquoi vous vous réessayez encore? OK. C'est pertinent. OK. On va parler du financement. OK. Moi, mon financement pour ma campagne, c'est 1 000 OK. Parce qu'il faut parler du financement. Je viens de finir ma formation, mais je la connaissais déjà presque par cœur. Là. Les élus, on doit 1 000 de leur poche, OK, non déductible d'impôts en passant. Puis ils doivent recueillir des 100 des 200 du public, OK, pour financer beaucoup de sous, jusqu'à 90 000 que ça coûte une campagne électorale pour ceux qui mettent des pancartes partout, qui vont avoir des appels téléphoniques robotisés, qui vont passer des messages à la télévision et tout ça. Puis moi, je suis je crois pas qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à débourser 200 de leur poche présentement dans le contexte économique pour financer un candidat. Fait que je doute beaucoup de leur type de financement. Vous savez, les prête-noms, ça existe depuis longtemps au Québec. Puis il y a eu des enquêtes avec la commission Charbonneau à ce sujet-là. Puis les techniques se sont raffinées. Puis ici à Gatineau, je pense qu'ils sont très raffinés, les techniques, parce qu'on a un paquet de candidats qui ont des pancartes partout. Puis c'est sûr que quand on sort un sondage, puis les pancartes ont sorti le 26 avril, puis il y a des pancartes partout de la candidate qui mène, mais qu'il y a des pancartes partout dans la ville, puis qu'on passe un sondage, c'est normal qu'on dit, là, je l'ai vu sur le poteau, puis c'est l'image, c'est pour elle que je voterais, parce que c'est elle qui est sur le poteau. Mais moi, je n'étais pas nulle part. C'est pour ça que je suis sorti à zéro. Fait que moi, je vais faire une campagne terrain, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des surprises le 9 juin parce que je pense que mon programme est le plus solide. Merci beaucoup, M. Rémi Bergeron, et bonne chance pour le 9 juin. Merci beaucoup. Maude Marquis-Bissonnette, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et donc, aujourd'hui, c'est simple, tous les candidats à la mairie vont passer à travers 2 sections d'entrevue. La première section, je demande le top 3, vos priorités principales, les sujets sine qua non qu'il faut absolument traiter pour que ça fonctionne à la ville de Gatineau. En fait, des priorités, des idées, j'en ai plein, évidemment. Mais si j'ai à en nommer 3, j'aimerais ça te parler de logement. J'aimerais ça te parler d'artères commerciales, puis comme on est dans le secteur de la Basse-Lièvre, je te parlerai de l'avenue de Buckingham, puis je te parlerai des infrastructures de base aussi. Mm-hmm. Donc, en logement, on sait, on a une crise du logement en ce moment, on manque d'unités, puis je vois vraiment que ça affecte les gens, tu sais, puis je dirais les gens de toutes les générations, autant des jeunes qui sont pas capables d'accéder à la propriété, des jeunes familles, tu sais, des gens qui ont 2 emplois, j'en vois de plus en plus, des personnes âgées aussi, où après la maison, une fois qu'ils vendent la maison, c'est pas facile de se loger, ou même plus tard, quand ils sont rendus peut-être avoir besoin d'un petit peu plus d'assistance. C'est vraiment un grand défi, le logement, puis ça nous affecte tous, peut-être pas tous en même temps, mais tous en ce moment, à un certain moment ou à un autre. Puis donc, il faut intensifier nos actions en matière de logement. Ça prend plus d'unités de logement, des unités du logement sur le marché, mais aussi plus de logements abordables, des logements sociaux avec soutien communautaire,
là, je parle pas trop de la question de l'itinérance, mais évidemment, on sait que l'itinérance, c'est pas juste une question de logement, mais c'est toujours une question de logement. Ça prend des logements pour ces gens-là aussi, du logement adapté, exact, avec du soutien communautaire pour qu'ils soient capables de s'en sortir, puis d'intégrer la société, puis de contribuer autant qu'ils peuvent. J'ai proposé des outils assez intéressants en matière de logement, puis même c'est, je te dirais, pas mal la fine pointe de ce qui se fait en ce moment au Québec. Une idée que j'ai eue, c'est celui du zonage incitatif. L'idée, c'est de dire... Ouais, je t'explique ça. Ça consiste parce que zonage incitatif, ouais. Je la comprends pas celle-là. Ben, c'est bien normal. En fait, en anglais, c'est un terme que peut-être tu pourrais connaître. On parlait de bonus zoning. On en parle depuis plusieurs années. Montréal a longtemps utilisé cet outil-là, puis avec beaucoup de succès d'ailleurs pour développer des unités de logement abordables puis des unités de logement social. L'idée, c'est de dire on identifie certaines zones, pas partout, évidemment pas des quartiers résidentiels, mais des zones où on dit, OK, là, on serait prêt à ajouter de la densité. Puis au lieu que ça soit, mettons, du 8 étages ou du 10 étages, ben on dit, OK, est-ce qu'on est prêt à aller un petit peu plus haut? Mettons 12 étages. Puis en échange, on demande aux promoteurs de nous offrir du logement abordable, de contribuer à du logement social ou de nous offrir, par exemple, des parcs en fonction des besoins de la communauté. C'est encadré par un règlement de zonage incitatif. Donc, ça ne remet pas en question le zonage actuel, mais ça s'ajoute au zonage actuel où vraiment on identifie des zones où on est prêt à négocier avec les promoteurs. Puis après ça, ben, le promoteur, ça crée de la prévisibilité. Pour lui, c'est une solution gagnant-gagnant. C'est ça, là. C'est pour ça que c'est intéressant. On le sait, là, en ce moment, les unités de logement, il y en a qui sont autorisées à la ville. Les promoteurs ont certaines difficultés à lever les unités, comme on utilise dans le langage. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont élevés puis parce que les coûts de construction sont élevés. Donc, si on veut les aider à construire du logement, mais en même temps s'assurer qu'il y a du logement pour tout le monde, parce que, bon, ça ne nous prend pas juste des condos de luxe, on ne peut pas tous se payer ça, évidemment. Ben ça, c'est une façon structurante d'aider notre monde à Gatineau. Fait que ça, c'est une solution concrète en matière de logement. Après ça, il y a de l'aide, des crédits de taxes pour du logement abordable, social, étudiant. Dans le coin de Luco, entre autres, c'est un grand besoin, exactement. Donc ça peut aussi nous aider collectivement. La Ville, j'avais lancé la proposition là, il y a quelques années du droit de préemption. La loi a été modifiée pour le permettre. L'idée de ça, c'est d'être capable de dire la Ville identifie des secteurs, des terrains qu'elle souhaiterait acquérir. Ça peut être, par exemple, des bâtiments patrimoniaux où on veut les redonner à la communauté, leur donner un usage. Quand le propriétaire souhaite vendre, on l'achète au prix du marché. On a le premier droit de refus, en fait, la Ville. Et on est capable, après ça, d'utiliser là, ce terrain-là ou cet édifice-là comme levier pour bâtir du logement abordable, du logement social ou des fois, ça peut être un terrain vague qu'on souhaite acquérir pour faire un parc, pour aménager comme un parc aussi. Il faut intensifier nos actions en matière de logement, on le sait. Donc ça, c'est parmi d'autres idées, puis là, les gens peuvent visiter mon site Internet là, pour avoir toutes mes idées, là, tous mes engagements dans le cadre de la campagne électorale. On le met à jour fréquemment en fonction des annonces qu'on fait. Mais ça, c'est une idée, là, c'est quelques idées en matière de logement. Bon, il n'y a pas que l'avenue Buckingham, mais on la prend en exemple, oui, parce que ça fait quand même un bout qu'il y avait des commerces là et il y a des commerces qui sont partis. Exact. Et puis des institutions même qui sont parties. Ben oui, puis c'est malheureux, puis c'est le cas à Buckingham, mais c'est le cas à plusieurs endroits dans la ville. Hall, notamment. Dans le Vieux-Hall, dans le Vieux-Elmer aussi. Je pense entre autres au La Bistro ici sur l'avenue de Buckingham qui a fermé ses portes. Il y a une couple de semaines, là, je suis allée dans un marché ici à Buckingham, puis il y a une femme qui me disait, moi j'avais un commerce, je vendais, en fait c'est un commerce, là, elle vendait des tissus. Là, elle a fermé ses portes, elle a tout ça à la maison, mais bon, elle continue d'opérer. Puis les artères commerciales sont importantes dans la qualité de vie. Il faut le dire, la qualité de vie des gens, avoir des commerces de proximité, être capable de marcher, de faire vivre ces artères-là qui sont très identitaires, qui permettent de mettre en valeur les identités de secteur, ce qui est propre à Buckingham, ce qui est propre à Elmer, c'est beaucoup dans ces secteurs-là que ça se vit. Puis ben moi, dans la raison de mon engagement politique, il y a aussi ça, faire vivre ces identités de secteur-là. Donc il y a un certain nombre de propositions là, que j'ai faites au début de la semaine pour favoriser un développement commercial, préserver, donner un peu d'air à ces... Puis donner un petit peu d'amour, on peut le dire comme ça, à ces petits commerces-là. Mais évidemment, c'est des lieux qui sont super importants. Parmi les propositions
propositions que j'ai faites, il y a le fait de réduire la taxe pour les commerces de proximité. Là, on parle des commerces de petite surface. Il y a un autre outil dans la loi qui nous permet de moduler ce niveau de tarif-là, donc avoir un taux de taxe plus bas pour les commerces de proximité. Ça, c'est une aide concrète pour faire en sorte que ça leur coûte moins cher à la fin du mois. Ils sont capables de boucler leur budget puis sont capables de préserver leurs emplacements dans des secteurs qui sont stratégiques. Il y a l'idée aussi de ramener puis d'étendre un programme de subvention qui avait été financé par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie à la fin de la COVID dans le centre-ville, donc dans le Vieux-Hall. Moi, je voudrais le ramener. J'en ai déjà parlé aux députés d'ailleurs. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de cette façon-là de faire en sorte qu'il y a des nouveaux petits commerces qui naissent dans des espaces qui sont, par exemple, vacants? Est-ce qu'il y a des commerces qui peuvent avoir des projets d'expansion? Au centre-ville, ça a donné plusieurs nouveaux commerces, des agrandissements, des projets d'amélioration aussi dans des commerces qui sont importants puis qui contribuent largement à la qualité de vie des gens. Donc ça, c'est une des mesures. Je voudrais qu'on soit capable d'utiliser les espaces commerciaux qui sont vacants, soit pour de l'art public ou soit pour des boutiques éphémères. En ce moment, la réglementation de la Ville de Gatineau ne le permet pas. Mais avec une simple modification de la réglementation, puis peut-être avec du travail avec les associations commerciales comme le RGABL, d'ailleurs, je vais à leur 5 à 7 tantôt là, après cette discussion. Mais voilà, donc aussi faire de la place au milieu culturel pour animer nos artères commerciales, que ce soit des murales, de l'art public, de la peinture sur les trottoirs. Tout ça, ça permet de mettre en valeur les identités puis les artistes locaux. On a parlé d'infrastructure et vous n'êtes pas sans savoir que la fameuse rue Georges est nommée d'année après année avec des trous et on la cite souvent comme étant la pire route au Québec. Là, on a vu ça dans les sondages du CAA Québec et c'est pas la seule rue à Gatineau qui a besoin d'amour. J'en ai d'autres. J'ai fait un peu de livraison ici à Gatineau il y a quelques années et c'est parfois assez exécrable. Donc, il faut vraiment mettre des solutions innovantes pour que les réparations se fassent. On avait parlé, à une certaine époque, de la fameuse lichette. Ouais. Donc, cette petite couche d'asphalte. Et puis, ça avait fait quand même assez grand remous. Mais qu'est-ce qu'on veut faire concrètement si vous êtes élu? Je veux augmenter la cadence des projets de pavage. D'ailleurs, dans le dernier budget qui a été adapté à la Ville de Gatineau, moi, je suis pas une conseillère municipale en ce moment, je l'ai été dans le passé, mais la gang avec qui je travaille ont fait un ajout de 17,3 millions sur 5 ans dans le budget, ce qui d'ailleurs a permis de dénouer l'impasse budgétaire puis permettre l'adoption du budget en temps. Et je me permets aussi de dire que depuis 2013, c'est-à-dire à l'époque où Action Gatineau était au pouvoir sous le leadership de Maxime Pedneau-Jobin, un fier gars de Buckingham aussi d'ailleurs, le conseil municipal a investi 75% de plus dans la réfection des routes. Donc moi, je m'inscris vraiment dans cette continuité-là. Je veux qu'on augmente la part du budget qui est dédiée aux services de base. C'est super important. Mais il faut garder en tête une chose. Les villes sont responsables de 60% des infrastructures avec 10% de l'assiette fiscale. Ce qui veut dire que les infrastructures se dégradent plus vite qu'on est capable d'en faire. Et c'est pour ça que on peut dire dans le prochain budget, OK, on augmente, on en fait davantage, puis il faut le faire. Mais il faut aussi être créatif et réaliste, mais créatif sur la façon dont on va aller chercher des nouveaux revenus. Puis moi, dans ce cas-là en particulier, j'ai parlé des redevances de développement pour être capable de diminuer la pression sur la taxe foncière. Puis ça, c'est important, là, ça parle à tout le monde. Là. On ne peut pas augmenter les taxes, il faut les augmenter dans la mesure où tout augmente, puis les dépenses de la ville aussi. Donc, à un moment donné, il faut être capable de payer, mais il faut essayer le plus possible de diminuer la pression sur la taxe foncière. C'est pourquoi moi, j'ai amené l'idée des redevances de développement et l'idée, puis je sais qu'il y a beaucoup de développement à venir aussi dans le secteur ici. Si on s'en fie au schéma d'aménagement de la ville, là, il y a des promoteurs qui travaillent sur une multitude de projets. Puis l'idée, c'est de dire, quand on va développer davantage, c'est-à-dire développer au niveau résidentiel, il faut que la croissance paye pour la croissance. Il faut qu'il y ait de l'argent tout de suite, puis les infrastructures soient là tout de suite aussi quand les gens arrivent dans les quartiers. Donc, l'idée, c'est de dire à chaque porte qu'on ouvre, le promoteur doit verser une redevance à la ville pour que la ville soit capable d'investir dans ses infrastructures de base dans les secteurs concernés. Ça veut dire que quand il y a du développement à Buckingham ou à Masson, c'est ici que l'argent reste, là, concrètement avec les redevances de développement.
Puis aujourd'hui, au Québec, il y a une trentaine de villes qui font des redevances de développement. À Ottawa, il y en a. Les promoteurs de la région sont rendus là. Évidemment, ça leur fait pas plaisir toujours, mais il faut être capable de dire qu'on arrête de toujours piger dans la poche des citoyens puis qu'on va chercher nos revenus ailleurs. Puis concrètement, j'ai fait le calcul rapide. Si on se fie au nombre de portes qu'on a mis en chantier depuis 2021, donc depuis le présent mandat, là, depuis la dernière élection, et si on multiplie ça par le nombre, la moyenne des redevances de développement au Québec, ça donne des revenus grosso modo de 50 millions de dollars. Ça, 50 millions de dollars, là, on peut dire que la rue Georges, là, on en fait un bon petit bout. Là. On le sait, en politique, les critiques viennent de toutes parts. Donc, deuxième partie de l'entrevue, que répondez-vous à ces fameuses critiques? Et donc, je lisais un commentaire sur les réseaux sociaux et ça m'a fait un peu tomber en bas de ma chaise, provenant d'une femme qui disait « Élisez n'importe qui, sauf une femme, parce que la première n'a pas fait le mandat au complet. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je réponds à ça que moi, la politique municipale, ça fait 15 ans que j'en fais. J'ai été conseillère municipale. Je suis prof à l'université. J'enseigne la gestion municipale à l'ENAP. J'enseigne à des gestionnaires municipaux partout au Québec. Je fais de la consultation dans les villes. Je donne des conférences. Le milieu municipal, les défis, les écueils, les solutions, les outils, je les connais. Donc moi, la job, je la connais. Je suis capable de la faire. Madame Bellil a vécu de toute évidence une situation pas évidente, là, puis je veux pas nécessairement revenir là-dessus, mais moi, je suis préparée. Puis quand on est préparé pour un travail, c'est pas mal plus facile. Et que répondez-vous maintenant à ceux qui vont dire que, ben, Action Gatineau, on n'en a pas voulu de votre... Non, que répondez-vous à ceux qui disent qu'on vous a déjà dit non par le passé en 2021 en élisant France Bellil? Donc, que répondez-vous à ceux qui disent, ben, on lui a dit non, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris comme message, même si vous êtes en tête des sondages? Bien, moi, je sens sur le terrain qu'il y a de l'appétit pour mes idées, qu'il y a de l'appétit pour ma candidature. Quand je vais rencontrer les gens sont contents de me voir. Tu sais, mon téléphone a sonné pas mal après le départ de Madame Bellil, puis moi, je passée à autre chose, là, bien sincèrement. Puis je cherchais pas de match de revanche. Mais je pense qu'en ce moment, la réception est bonne. Puis je vais continuer d'aller à l'écoute des gens, de parler de mes idées, de parler de mes projets, de les entendre. Puis en ce moment, bien, écoutez, ça va bien. Après ça, la suite, on verra. La décision va reposer dans les mains des citoyens le 9 juin prochain. Merci beaucoup, Maude Marquis-Bissonnette, d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a des avions. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour le 9 juin. Bien, merci. Au plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition spéciale élection du mardi 21 mai de Studio Libre. Aujourd'hui, mes invités étaient Rémi Bergeron et Maude Marquis-Bissonnette. On a toujours notre chaîne YouTube sur laquelle va se retrouver cette émission ainsi que toutes nos émissions et aussi notre page Facebook qui est toujours très active. On va terminer ce spécial élection en première partie de l'édition de jeudi avec Stéphane Bisson. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit jeudi pour un autre Studio Libre.